La plupart des voleurs entrent par les portes ou les fenêtres, mais dans l'histoire d'aujourd'hui, nous voyons un voleur d'un genre différent, un voleur qui descend sur ses cibles depuis le haut. L'histoire de ce voleur deviendra de plus en plus étrange à mesure que nous avancerons dans les événements. Même lorsque vous pensez que cette histoire est terminée, vous serez surpris par ce qui reste, car c'est encore plus fou et plus étrange que ce qui s'est passé. Alors, assurez-vous de l'écouter jusqu'à la fin. Le 20 mai 2000, vers 5h30, les employés d'une des succursales de McDonald's situées dans la ville de Belmont, en Caroline du Nord, se préparaient pour une nouvelle journée. Ils préparaient l'endroit et les articles à l'intérieur du restaurant, mais soudain, un homme armé d'un fusil et portant un masque est apparu et leur a demandé calmement de rester à leur place. La chose étrange, c'est que ce voleur n'est pas entré par la porte était toujours fermée. Cet intrus était en fait le voleur connu sous le nom de l'homme du toit, car ce voleur entrait toujours par le haut, par le toit. Avant l'arrivée des employés, l'homme du toit avait travaillé depuis tôt le matin avec ses outils de creusement qu'il utilisait pour ouvrir un trou dans le toit et s'introduire dans le restaurant. Il est resté caché tranquillement à l'intérieur du restaurant jusqu'à ce que les employés commencent leurs préparatifs pour la nouvelle journée. L'homme est sorti de sa cachette et a demandé calmement aux employés de suivre ses instructions. Puis, le voleur masqué a emmené le gérant pour ouvrir le coffre-fort à l'intérieur du restaurant. Le voleur a pris tout l'argent, puis a demandé à tous les employés d'entrer dans la chambre froide qui se trouvait à l'intérieur du restaurant. Avant d'y entrer, il leur a gentiment demandé s'ils voulaient prendre leur manteau pour se réchauffer pendant qu'ils étaient à l'intérieur, jusqu'à ce que la police arrive. Les employés ont donc pris leur manteau avec eux, et il les a enfermés avant de s'échapper avec l'argent. Ce voleur, connu sous le nom de l'homme du toit, était en réalité l'un des voleurs les plus célèbres d'Amérique à l'époque, bien que la police ne connaisse pas son identité. La façon dont il menait toutes ses opérations était presque la même, ce qui leur a valu le surnom de l'homme du toit, car il descendait toujours sur ses cibles depuis le toit. L'homme du toit se concentrait particulièrement sur les succursales de McDonald's, car elles avaient généralement des conceptions similaires. Tout ce qui concerne les employés de McDonald's présents lors de ces opérations le décrivait comme précis, rapide et sachant tout, ce qui signifie qu'il planifiait ses opérations de manière professionnelle. En même temps, tous les témoins le décrivaient comme amical et doux avec eux. Selon les estimations, il a volé dans plus de 40 succursales de McDonald's en 3 ans, dans différents États. Comme nous l'avons mentionné, l'homme du toit était très intelligent, ce qui a laissé la police perplexe et incapable de le capturer. Cependant, même les voleurs les plus intelligents commettent des erreurs lorsqu'ils réalisent de nombreuses opérations. Revenons à l'opération que nous avons mentionnée au début, qui a eu lieu le 20 mai 2000. L'homme du toit a quitté le restaurant après avoir enfermé les employés dans la chambre froide, mais cette fois-ci, il a commis une erreur. Il n'a pas correctement fermé la porte de la chambre froide, ou peut-être qu'un des employés avait une clé de rechange. Quoi qu'il en soit, les employés ont réussi à sortir rapidement de la chambre froide et ont immédiatement appelé la police. La police a rapidement bouclé la zone. L'homme du toit a levé les mains, s'est rendu et a jeté son fusil ainsi que le sac qu'il portait. Après l'avoir interrogé, la police a découvert que son vrai nom était Jeffrey Allen Manchester. Jeffrey a grandi dans la banlieue de la Californie, et lorsqu'il a eu 18 ans, il a rejoint l'armée en raison de ses compétences et de ses capacités. Il a été sélectionné pour une formation dans les forces spéciales. Cependant, au cours d'une des opérations militaires, un problème est survenu, et Jeffrey a été utilisé comme bouc émissaire et rétrogradé d'un soldat actif à un soldat réserviste. Cela a apparemment affecté sa fierté. En 1997, il a commencé sa carrière dans les vols, et il a continué avec ses opérations pendant 3 ans jusqu'à son arrestation en 2000. Les vols de l'homme du toit se produisaient dans une zone ou un état particulier pendant un certain temps, avant de disparaître puis de réapparaître dans un autre état, ce qui déconcertait la police. Mais après enquête, ils ont compris que les mouvements de Jeffrey étaient dus à son travail dans l'armée, qui déterminait les emplacements des vols. Pendant ces 3 années, Jeffrey était toujours considéré comme un soldat, et parfois, l'armée se déplaçait vers d'autres États pour recevoir différents types de formations. Quoi qu'il en soit, Jeffrey a été jugé et condamné à 45 ans de prison. Il a été choqué par le verdict, car il n'avait que 27 ans à l'époque. À l'époque, cependant, il a été envoyé dans une prison en Caroline du Nord appelée Brown Creek pour purger sa peine. Là-bas, Jeffrey était le prisonnier parfait. Pendant 4 ans, il s'est bien comporté et n'a pas causé de problème. Comme nous le savons tous,
Les prisonniers qui se comportent bien et suivent les règles peuvent voir leur peine réduite. Mais ce n'était pas le but principal de Jeffrey. Peu importe ce qu'il devait faire pour sortir de là. Parfois, Jeffrey entendait le bruit d'un camion entrant dans l'atelier de la prison. Le véhicule déposait quelques matériaux et objets dans le garage, puis repartait. Pour lui, travailler dans l'atelier signifiait se rapprocher du véhicule pour l'utiliser comme moyen de s'échapper. Il a donc adressé une demande à l'administration pénitentiaire pour obtenir un emploi à l'atelier. Le bon comportement de Jeffrey et ses activités ont convaincu l'administration pénitentiaire de lui accorder cette demande. Dès qu'il a commencé à travailler à l'atelier, il a commencé à surveiller attentivement les horaires d'arrivée du camion et les protocoles des gardiens lorsque celui-ci arrivait. Le camion venait à l'atelier 1 ou 2 fois par semaine le matin, en fonction de la demande. Avant de quitter la prison, les gardiens déchargeaient les articles nécessaires du camion, et pour s'assurer qu'aucun détenu ne se cachait dans le camion, les gardiens effectuaient une fouille approfondie, comprenant l'ouverture de toutes les portes et le contrôle minutieux du véhicule. Il n'y avait aucun moyen pour lui de s'échapper dans le camion à moins de disparaître. Il devait tromper les yeux des gardiens. Un jour, Jeffrey est rapidement allé sous le camion et a pris des mesures des barres de soutien en fer. Il a commencé à fabriquer un grand panneau en bois qui pouvait être suspendu entre les barres de soutien sous le camion. Une fois qu'il l'a peint en noir, il a pris des morceaux de carton et les a peints de la même couleur pour pouvoir se couvrir de l'avant et de l'arrière lorsqu'il serait allongé sur le panneau sous le camion. Une fois tout prêt, Jeffrey a attendu la meilleure opportunité pour exécuter son plan. Le 15 juin 2004, l'occasion s'est présentée. Il pleuvait, et les gardiens étaient programmés pour inspecter le camion ce jour-là. Il savait que c'était sa chance et qu'il devait profiter du mauvais temps. Il a pris le panneau noir et les morceaux de carton, et dès que les gardiens ont détourné le regard du camion, il a suspendu le panneau entre les barres de soutien et s'est allongé dessus. Jeffrey dormait sur le panneau suspendu entre les barres de soutien. Il a ensuite pris le carton noir qu'il avait placé devant lui pour couvrir sa tête et un autre derrière lui pour couvrir ses jambes. Après un court laps de temps, le chauffeur du camion est revenu avec les gardiens pour effectuer la fouille de routine du camion avant de partir. Ils étaient pressés car, comme nous l'avons mentionné précédemment, il pleuvait et la météo n'était pas clémente. Les gardiens ont rapidement vérifié le camion de l'intérieur, puis ils ont pris un bâton avec un miroir à l'extrémité pour vérifier en dessous du camion. Ils n'ont rien remarqué d'étrange, car la couleur noire du panneau en bois et des morceaux de carton les faisait se fondre avec le reste des composants sous le camion. De cette manière, Jeffrey est resté sur le panneau en bois jusqu'à ce que le camion s'éloigne de la prison, puis il a sauté. Cela a fait de l'homme du toit le premier prisonnier à s'échapper de la prison de Brown Creek depuis sa création. Les gardiens de la prison n'avaient jamais imaginé que cela puisse se produire, il leur a donc fallu un certain temps pour découvrir ce qui se passait. Une fois qu'ils ont découvert la vérité, ils ont informé la police, qui s'est répandue dans la région pour essayer de localiser Jeffrey, mais il avait déjà disparu sans laisser de traces. Les autorités pensaient qu'il pourrait essayer de retourner dans sa ville natale en Californie, où sa famille vivait toujours. Cependant, contrairement à toutes les attentes, Jeffrey a décidé de rester en Caroline du Nord, dans une ville près de la prison appelée Charlotte, à quelques kilomètres seulement de la prison. Il a donc choisi de se cacher dans un magasin de jouets. Dès son entrée dans le magasin, il ressemblait à n'importe quel autre client et a commencé à réfléchir à l'endroit où il pourrait se cacher sans être vu. Le magasin était immense, et après avoir cherché, il a trouvé un grand panneau en bois sur le mur avec un petit espace derrière. Personne ne pourrait le voir là à moins de retirer le panneau en bois. Jeffrey est entré dans le petit espace et a attendu que le magasin ferme. Ensuite, il est sorti et a commencé sa série d'achats. Il a pris tout ce dont il avait besoin, y compris un lit, des couvertures et même des repas pour enfants. La deuxième chose à laquelle il devait s'occuper était les caméras de surveillance pour savoir quand partir. Jeffrey a pu pénétrer dans le bureau du directeur comme d'habitude, en passant par le toit. Là, il a trouvé tous les systèmes de caméras de surveillance et l'emploi du temps des employés. Il a commencé à étudier tout attentivement, comprenant le fonctionnement du système de surveillance, comment allumer et éteindre les caméras, les angles des prises de vue, et tous les détails dont il avait besoin. Ensuite, il a étudié l'emploi du temps des employés, connaissant leurs noms, leurs heures de travail et comment le travail était réparti entre eux. Il a rassemblé toutes les informations dont il avait besoin pour vivre confortablement à cet endroit sans être découvert. C'est exactement ce qui s'est passé.
Jeffrey est resté caché dans son endroit habituel derrière la vitrine en bois et ne sortait que la nuit, après la fermeture du magasin. Il savait que la police patrouillait dans la région et le cherchait partout, alors il n'était pas prêt à prendre de risques. Il survivait en mangeant de la nourriture pour enfants vendue dans le magasin, ce qui suffisait à maintenir sa vie en sécurité sans être attrapé. Il était dans un magasin de jouets où il avait de nombreuses choses pour s'occuper. Il jouait avec des voitures télécommandées la nuit et parfois faisait du vélo. Des mois ont passé, et il a passé plus de 4 mois dans le magasin Toys R Us sans sortir. C'était comme s'il vivait dans une prison, mais il ne voulait pas s'échapper tant qu'il n'avait pas de stratégie solide en place. Cependant, la fin de l'année approchait, et à ce moment-là, un magasin comme Toys R Us serait toujours bondé. S'il restait là, il risquerait de se mettre en danger d'être découvert. Il a donc décidé qu'il était temps de chercher un nouvel endroit. En fait, le magasin Toys R Us était situé à côté d'un immense magasin d'électronique appelé Circuit City, mais ce dernier avait été évacué et fermé. Le magasin était complètement vide de l'intérieur, et il y avait un mur partagé au milieu entre lui et Toys R Us. Une nuit, Jeffrey est monté sur le toit de Toys R Us et a marché jusqu'à atteindre le toit du bâtiment Circuit City abandonné. Il avait volé des outils de creusage dans la salle de maintenance et dans le magasin de jouets, il les avait utilisés pour créer un trou dans le toit vide de Circuit City et y est entré. Là, il a trouvé l'endroit idéal pour se cacher, un escalier avec un espace vide en dessous, recouvert de panneaux de bois léger peints pour correspondre au mur. Il a retiré les panneaux et est entré dans l'espace en dessous. L'endroit était petit, sale et sombre, mais parfait pour se cacher. Jeffrey l'a nettoyé et a réussi à fournir de l'électricité depuis le magasin Toys R Us voisin. Il a également installé la ventilation et la climatisation et a trouvé un moyen de relier les deux magasins par la salle de maintenance et Toys R Us. Au lieu de passer entre eux par le toit, il a ouvert un trou dans le mur de la salle de maintenance, qui était adjacente à Circuit City, sous une série d'étagères, le rendant difficile à remarquer. À travers ce trou, il a connecté son cachette sous l'escalier de Circuit City à Toys R Us, en faisant un passage secret qu'il pouvait utiliser pour entrer et sortir à tout moment. L'espace qu'il s'était aménagé sous l'escalier est devenu son paradis personnel. Il avait accès à l'électricité, ce qui lui permettait d'apporter un lit, un éclairage et un écran portable qu'il utilisait comme moniteur pour espionner le personnel et les clients de Toys R Us depuis sa cachette. Il a volé de nombreuses petites caméras prévues à l'origine pour surveiller les enfants et les a placées stratégiquement dans tout le magasin. Jeffrey avait créé le système parfait pour rester hors de vue et éviter de se faire prendre, tout en profitant d'une liberté maximale. Cependant, après des mois d'isolement auto-imposé, il a commencé à s'ennuyer et à se sentir seul. Beaucoup de mois s'étaient écoulés depuis son évasion de prison, et il était probable que la police ne le recherchait plus activement. Il a donc décidé de sortir de sa cachette secrète. Mais pour cela, il a rasé sa barbe et amélioré son apparence pour ne pas être reconnu. C'était la première fois que Jeffrey sortait en public depuis son entrée dans le magasin Toys R Us, et il était très heureux de cette expérience. Cependant, après cela, Jeffrey a réalisé qu'il aurait besoin d'argent pour entrer dans les magasins et les restaurants de la ville. Par conséquent, il a prévu de cambrioler Toys R Us, mais au lieu de prendre des jouets, il prendrait de l'argent liquide. Mais il a découvert que l'argent était verrouillé dans un coffre-fort solide dans le bureau du directeur, ce qui signifiait qu'il s'agirait d'un vol à main armée. Cependant, il était désarmé, et lors de son exploration de la ville, il a découvert l'emplacement d'un magasin d'armes. Il est retourné dans sa cachette pour tout préparer. À 2 heures du matin, il est sorti de sa cachette et s'est dirigé vers le magasin d'armes à proximité. Il a creusé un trou dans le toit du magasin, comme il le faisait souvent, et a volé 4 armes à feu. Ensuite, il est sorti du magasin et est retourné dans sa cachette secrète. Le 28 novembre 2004, tôt le matin, avant que les clients n'entrent dans le magasin Toys R Us, Jeffrey portait son masque, son arme à feu et entrait dans le magasin comme d'habitude. Il a poliment demandé aux employés de se taire et de se coucher le visage contre terre. Ensuite, il a demandé au directeur d'ouvrir le coffre-fort et de lui remettre tout l'argent à l'intérieur. Après avoir pris l'argent, il s'est précipité vers l'arrière du magasin et a ouvert la porte de secours, ce qui a déclenché l'alarme incendie. Cependant, il n'est pas réellement sorti par cette porte, il voulait tromper et induire en erreur en pensant qu'il était parti. Il est ensuite retourné dans sa cachette secrète dans le magasin.
le personnel a immédiatement appelé la police et leur a dit que le voleur était sorti par la porte de secours. La police a commencé à chercher dans la zone environnante, mais n'a pas réalisé que le voleur se cachait dans le magasin voisin. Pendant ce temps, Jeffrey était dans sa cachette, comptant son butin qui s'élevait à environ 15 000 $. Il est resté dans sa cachette pendant quelques jours jusqu'à ce que les opérations de recherche se calment. Après quelques jours, Jeffrey a commencé à sortir tous les jours, se promenant dans la ville et visitant des lieux publics et des magasins sans craindre d'être pris. Il a commencé à aller régulièrement à l'église de la ville, où il a rencontré des gens et s'est fait des amis, y compris le pasteur de l'église lui-même. Il apportait même des biens volés de Toys R Us comme cadeau pour les orphelins. Il a choisi un pseudonyme et s'est nommé John Zara, espérant commencer une nouvelle vie avec une nouvelle identité, loin de la prison et de son passé criminel. Il fréquentait régulièrement l'église et en est devenu un membre actif. Un jour, une bénévole nommée Lee Winscott a attiré son attention, et les deux ont convenu de se rencontrer et de mieux se connaître. Cependant, Jeffrey a dit à Lee qu'il était en réalité un agent d'une agence de renseignement américaine et qu'il était en mission dont il ne pouvait pas divulguer les détails. C'était son excuse pour ne pas dire où il vivait ni donner plus d'informations sur sa vie. Jeffrey a partagé la même histoire avec tout le monde qu'il a rencontré par l'intermédiaire de l'église, et tous l'ont cru, ou du moins n'ont pas remis en question sa version pendant un certain temps. Jeffrey a apprécié cette routine pendant un certain temps. Cependant, il a fini par s'en lasser. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Jeffrey savait qu'il devait examiner sa situation et trouver un nouveau moyen de vivre. Cependant, avant de partir, il a décidé de faire un dernier vol. Il a prévu de faire la même chose qu'il avait fait lors du premier vol, mais cette fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Son orgueil l'a poussé à commettre une erreur stupide, de sorte que l'opération n'était pas aussi précise qu'à l'accoutumée. Comme lors de la première opération, l'attaque devait avoir lieu le matin, avant l'ouverture du magasin, avant l'arrivée des clients. Il surveillait les employés sur son écran, attendant le moment propice pour les surprendre. Il fallait que tous les employés soient au même endroit pour qu'il puisse les menacer collectivement avec son arme. Il continuait à regarder jusqu'à ce qu'il voie le moment parfait, puis il est entré dans le magasin avec son arme à la main. Il a pointé l'arme sur les employés, mais ce qu'il n'a pas remarqué, c'est qu'il y avait un employé éloigné des autres. Dès qu'il a compris ce qui se passait, il a couru hors du magasin, et le plan de Jeffrey a été déjoué. Dans la précipitation, Jeffrey a oublié d'ouvrir la porte de secours, et l'alarme n'a pas sonné. Lorsque la police est arrivée, les employés leur ont donné cette information et ont conclu que Jeffrey était toujours dans le bâtiment. Cette fois, la police a fouillé l'endroit en profondeur, et lorsqu'ils ont atteint la salle de maintenance, ils ont réussi à trouver un trou que Jeffrey avait creusé entre le magasin Wizares et le magasin abandonné Circuit City. Ils sont passés par le trou et ont commencé à fouiller le magasin abandonné. Après une recherche minutieuse, ils ont été surpris de découvrir la cachette secrète de Jeffrey et les objets à l'intérieur, mais Jeffrey n'était pas là. Apparemment, il avait senti le danger et avait fui les lieux avant que la police ne puisse le capturer. La police a immédiatement pu obtenir les empreintes digitales de Jeffrey et savait qu'il était le même homme qui s'était échappé de la prison de Brown Creek, située près de la ville. La police a immédiatement imprimé des milliers de copies de la photo de Jeffrey avec son nom complet et les a distribuées dans toute la ville. Après un court laps de temps, les membres de l'église l'ont reconnu et ont signalé à la police qu'ils le connaissaient sous le nom de John Zara. Ils ont également dit aux autorités que cet homme avait une petite amie nommée Leigh. La police s'est rendue chez Leigh et lui a parlé de la situation. Elle a d'abord refusé de croire la police, mais après qu'ils lui ont montré un article de journal sur l'évasion de prison de Jeffrey Manchester, elle a fini par accepter d'aider les autorités de toutes les manières possibles. Elle leur a dit qu'elle était censée rencontrer Jeffrey chez elle plus tard dans la soirée. Il croyait que même si le monde avait été bouleversé et que les autorités ne l'avaient pas reconnu, il avait l'intention de rendre visite à sa bien-aimée chez elle avant de disparaître et de lui annoncer que l'agence de renseignement lui avait confié une toute nouvelle mission à l'étranger. Bien que Jeffrey sache qu'il y avait un risque, il voulait la voir et la rassurer avant de disparaître. Mais lorsque Jeffrey est arrivé chez lui, il a sonné à la porte et a été surpris de voir la police ouvrir la porte et l'encercler de tous côtés. Il a été arrêté, mais avant que la police ne l'emmène, il leur a demandé de le laisser parler à sa petite amie. Il s'est excusé pour tout ce qu'il avait fait, a exprimé son amour pour elle et a expliqué que son passé criminel l'empêchait de commencer une nouvelle vie avec elle.
Elle est restée silencieuse à ce moment-là et ne lui a pas répondu, mais plus tard, lors d'une interview, elle a déclaré qu'elle ne le détestait pas, mais qu'elle était simplement déçue. En tout cas, Jeffrey est retourné en prison après 7 mois de liberté, cette fois condamné à 47 ans dans une prison fortement sécurisée, bien plus sévère que la précédente. La peine était très lourde. Lorsque nous entendons une histoire comme celle-ci du point de vue d'un voleur ou d'un criminel, nous pouvons parfois être tentés de le voir comme un héros et de l'applaudir intentionnellement. Cependant, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un criminel. Ses actions étaient illégales et nuisibles, et il a causé de la peine et des perturbations à de nombreuses personnes. Bien que certains puissent sympathiser avec lui en raison de ses actions audacieuses, il n'en demeure pas moins qu'il a enfreint la loi et a été condamné en conséquence. La justice doit suivre son cours, et il est de notre devoir de ne pas glorifier les actes criminels. Voilà, nous arrivons à la fin de notre histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos.